Ok, c'est bon. Bonjour à tous et à toutes. Vraiment, je suis vraiment très heureuse de vous voir ici ce soir. Nous allons attendre encore quelques minutes pour nous assurer que tout le monde nous rejoint. Alors, juste pour vous donner une idée, nous attendons environ 300 personnes. Donc, c'est assez conséquent, je dois dire, ce qui montre à quel point vous êtes tous très intéressés par ce sujet. Donc, le webinaire d'aujourd'hui, nous l'avons intitulé De l'océan à la finance verte, les enjeux du développement durable. Et aujourd'hui, nous allons parler donc du développement durable, mais savons-nous vraiment de quoi il s'agit? Nous avons tous les jours de nouveaux termes, on parle de finance verte, de neutralité carbone, de crédit plastique, mais en fait, de quoi parle-t-on vraiment? Et je pense qu'avec l'aide de nos intervenants, nous allons essayer de vous éclairer sur ces sujets. Vous avez vraiment été très nombreux, comme je vous l'ai dit, à vous inscrire. Nous avons donc plus de 300 personnes qui se sont inscrites à cet événement, ce qui montre justement que l'environnement est une de vos priorités. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patricia Connell, je suis déléguée consulaire sortante depuis janvier 2015, j'ai été élue. Je suis donc une élue locale. Je vis au Royaume-Uni depuis presque 40 ans, autant vous dire une éternité. Je suis mariée à un Britannique, j'ai 3 enfants et 2 petites filles qui sont tous nés au Royaume-Uni. Euh, Quand je pense à eux, c'est là où je me dis qu'en fait, notre génération a vraiment la responsabilité de leur léguer un monde où il fera bon vivre demain. Et c'est pour cette raison, en fait, que hier, j'étais très heureuse d'entendre que Joe Biden nous disait que dans les 10 prochaines années, les États-Unis allaient essayer de réduire leurs émissions carbone de 50%, ce qui est quand même extrêmement surprenant, vu qu'il y a encore quelques mois, ce n'était pas quelque chose qu'ils avaient l'intention de faire. Mais ce n'est pas simplement les États-Unis, c'est aussi l'Union européenne qui a promis de réduire ses émissions carbone, et le Canada et le Japon. Donc, tout cela est quand même très important. Mais est-ce que les émissions carbone sont les seules choses que nous avons à réduire? Et j'ai justement aujourd'hui avec moi Catherine Chabot et Alexandre Huroyd qui vont nous aider à répondre à ces questions. Donc, comme vous connaissez certainement Catherine Chabot, tout d'abord, Catherine est quand même une navigatrice extraordinaire, puisque Catherine a été la première femme à boucler un tour du monde à la voile, en solitaire, sans escale et sans assistance. Catherine, vous l'avez fait pendant le Vendée Globe en 96-97. Vous avez été également la seule femme à avoir skippé l'équipe gagnante lors de la course Fastnet de 1999. On peut dire que vous avez passé une grande partie de votre vie donc sur les océans en tant que navigatrice, mais aussi en tant que journaliste. Et puis, vous avez tourné un petit peu une page, enfin, je ne sais pas si vous l'avez vraiment tourné, mais en tout cas, vous avez fait un petit bond en avant et vous êtes lancé en politique. Là, vous avez été élu député au Parlement européen en mai 2019 pour un mandat de 5 ans et vous vous êtes donné pour mission de porter la voix de l'océan à tous les niveaux, avec pour l'ultime ambition de faire reconnaître l'océan comme bien commun de l'humanité auprès des Nations unies. Vous faites partie du groupe Renaissance au Parlement européen. Et puis, nous avons aussi Alexandre Holroyd. Alors vous, Alexandre, vous êtes député des Français établis hors de France, en Europe du Nord, depuis 2017. Et à la demande du Premier ministre, vous avez conduit une mission portant sur l'évaluation des meilleures pratiques en matière de finances vertes et d'organisation des places financières dans l'Union européenne. Puis en juillet 2020, vous avez publié votre rapport intitulé « Choisir une finance verte au service de l'accord de Paris ». Et puis vous l'avez présenté au ministre de l'économie et des finances et au ministre de la transition écologique. Alors ce rapport contient 24 recommandations pour orienter les flux d'investissement vers la transition écologique. Ce n'est pas tout.
À l'Assemblée nationale, vous êtes aussi whip, c'est-à-dire coordinateur de la commission des finances, ainsi que membre de la commission des affaires européennes. Et puis, j'ai aussi l'honneur d'avoir 2 personnes de ma liste pour les élections consulaires qui auront lieu les 21 et 26 mai en ligne et le 30 mai aux urnes. Alors, je tiens quand même à rappeler qu'aujourd'hui, c'est le dernier carat pour vous inscrire. Vous avez jusqu'à ce soir 11 heures pour vous inscrire sur les listes électorales. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, dès la fin de cet événement, je vous recommande de le faire. Et, et puis, j'espère que vous participerez à ce vote parce que c'est quand même un vote extrêmement important puisqu'il s'agit d'élire des conseillers consulaires qui, par la suite, voteront pour les sénateurs. Puis j'ai aussi avec moi Anne-France Kennedy, donc comme je disais, et Julien Planté. Vous êtes tous les deux très attachés à l'environnement, non seulement par le cœur, mais aussi dans l'action, puisque vous avez depuis très longtemps participé à une tonne de choses. Anne-France, vous êtes française, installée à Londres depuis 22 ans. Vous êtes consultante et entrepreneur social en développement durable et en économie circulaire. Vous travaillez actuellement en partenariat avec un incubateur de start-up à l'université de Cambridge, avec pour objectif de réduire les émissions de CO2 de 400 millions de tonnes par an. C'est quand même incroyable. Julien, vous, ça fait maintenant 20 ans que vous vivez au Royaume-Uni, 18 ans à Londres et 2 ans à Brighton. Alors, je tiens quand même à rappeler que Brighton est quand même la ville verte au Royaume-Uni. Vous êtes citoyen franco-britannique ayant obtenu la citoyenneté britannique en 2019. Vous êtes marié à une Britannique et tchèque par ailleurs et vous avez 2 enfants binationaux et bilingues. Vous êtes engagé politiquement depuis 2016. J'imagine que c'était suite au Brexit. Vous soutenez bien sûr Caroline Lucas, qui est MP pour Brighton and Hove et la seule MP du Green Party. Et vous êtes devenu membre du Green Party il y a maintenant 3 ans. Vous m'avez récemment dit que vous pensiez que la réalité du changement climatique était terrifiante, mais que vous pensiez que l'on pouvait encore y faire face. C'est sur nous que ça repose et ça passe par un élan collectif, mais je sais aussi que vous restez optimiste. L'événement d'aujourd'hui va s'articuler donc en 3 temps. D'abord, Catherine et Alexandre vont tout d'abord nous présenter le travail qu'ils ont fait et qu'ils continuent de faire. Et puis ensuite, nous allons passer aux questions et Anne-France et Julien vont être les animateurs pour cela. Je tiens tout de même à vous rappeler que vous n'avez pas besoin de noter tout ce qui va être dit ce soir puisque l'événement sera enregistré et que nous pourrons vous passer les liens par la suite. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Catherine. Voilà, Catherine, si vous voulez bien prendre la parole, je vous remercie. Merci Patricia et merci de votre invitation. Bonjour à tous. Alors, vous m'avez présenté avec mon parcours de navigatrice et puis la politique. En fait, ça fait 18 ans, bientôt 20 ans, que finalement, j'ai arrêté la compétition après mon deuxième Vendée Globe. Donc, ce tour du monde en solitaire et sans escale. Et 18 ans que je suis engagée justement sur toutes les questions de développement durable. Ce concept, il est né en 87, il a vraiment émergé en 92, mais moi, je l'ai découvert plutôt au début des années 2000. Et j'ai trouvé que c'était un concept formidable, les 3 piliers, etc. Enfin, je vais pas aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est que le développement durable. Je peux vous dire qu'il y a 20 ans, ce n'était pas le cas. Du reste, la France a traduit le terme de sustainable en durable et ça fait encore débat aujourd'hui. Hein. J'ai été il y a 1 heure ou 2 avec un grand scientifique franco-canadien qui dit mais la durabilité, c'est le problème, c'est la soutenabilité dont on devrait parler. Enfin, peu importe. Et je trouve même, puisque je m'adresse à des militants, je trouve même que c'est un formidable. Je ne comprends pas pourquoi aucun parti politique ne l'a pris comme concept, parce que ce sont pour moi, il y a beaucoup, c'est très très riche de vouloir envisager le développement humain en tenant compte, enfin, en prenant soin
des individus et de la terre. Je trouve que c'est comme ça que j'aime bien le résumer. Je trouve que c'est un joli projet qui aujourd'hui est parfaitement incarné par les objectifs de développement durable. Alors moi, depuis quand j'ai découvert ce concept, pour tout vous dire, à une époque, il y a 20 ans, on ne parlait que des problèmes. J'étais journaliste, je m'arrête de naviguer, je me dis, mais moi j'ai envie de parler des solutions parce que j'avais vu plein de déchets en mer. Et j'avais vu des déchets depuis le début des années 90, hein, même avant. Et puis j'ai commencé par la plongée sous-marine et je peux vous dire que des déchets, j'en voyais aussi en plongée. Et donc j'ai voulu m'intéresser aux solutions et j'ai commencé sur un projet de bateau d'exploration et j'ai voulu aller parcourir la planète à la recherche des solutions de mise en œuvre du développement durable. Et puis finalement, de proche en proche, j'ai cherché un bateau, je n'ai pas pu le racheter, j'ai voulu en construire un propre. Et petit à petit, finalement, depuis 18 ans, j'ai essayé de monter des projets très concrets. J'ai travaillé sur le développement durable décliné dans la plaisance. Et puis, j'ai participé au Grenelle de la mer. Et puis, petit à petit, mon chemin, on va dire, s'est finalement politisé. Et pendant ces 20 ans, pratiquement à chaque échéance électorale européenne, on me proposait de partir, de m'engager en politique et d'aller, mais uniquement pour le mandat européen. On ne m'a jamais fait des propositions locales, uniquement pour le mandat européen. Et j'ai toujours refusé, jusqu'au jour où finalement j'ai pris conscience que le bon échelon pour les enjeux maritimes, les enjeux liés à la préservation de la mer, au développement durable avec la mer et le littoral, eh bien, en fait, il se jouait beaucoup au niveau européen. Et donc, le bon échelon, c'était l'Europe. Et puis, j'ai été sensible aussi, on va dire, je pense que l'Europe est en danger. Vous êtes bien placé pour le savoir, vous qui vivez au Royaume-Uni. Et je pense que l'Europe a besoin d'être défendue. Et je trouve que, voilà, on m'a proposé de m'embarquer dans l'avance et je peux vous dire que j'en suis très heureuse. J'y reviendrai certainement par la suite. Un mot des enjeux. De quoi parle-t-on quand on parle des enjeux océans? J'ai coutume de les présenter selon 4 axes. L'océan, en fait, c'est la majorité, ça devrait être la majorité de notre sujet, des sujets qu'on traite, puisque c'est 71% de la surface de la planète. Au Grenelle de la mer, le constat que nous avons fait collectivement, c'est qu'ils étaient l'avenir de la Terre. Pourquoi? Parce qu'il y a bien évidemment les activités traditionnelles avec la mer, il y a la pêche, le transport maritime, mais plus on connaît la mer, plus on découvre toutes les richesses dont elle dispose. Alors, c'est bien sûr des richesses énergétiques, c'est une ressource d'énergie, mais c'est aussi, aujourd'hui, on a développé pratiquement 400 molécules, médicaments déclinés de molécules de ressources génétiques marines. Il y a tout ce qui est biotechnologie. Il y a bien évidemment le tourisme. La moitié du chiffre d'affaires lié à la mer, c'est le tourisme. Et ce n'est pas uniquement la thalassothérapie, hein, ce n'est pas uniquement les sports nautiques, mais on va dire que la mer attire et que sur le littoral, la moitié du chiffre d'affaires lié à la mer, c'est véritablement le tourisme. Donc, les 4 enjeux, c'est la connaissance. On ne la connaît pas, on a besoin de mieux la connaître. Le deuxième enjeu, c'est celui de la préservation. L'océan est sous une très forte pression à la fois du réchauffement climatique, des pollutions qui viennent pour 80% de la Terre. On en reparlera parce que j'ai été rapporteur d'un rapport sur les déchets qui vont à la mer. Et puis, la pression de nos activités. Le troisième enjeu, c'est, puisque je vous ai dit, on a un avenir en mer, qu'il y a des activités. C'est un enjeu de développement soutenable, durable. Et le quatrième enjeu, c'est un enjeu de gouvernance, parce que la mer est un sujet qui, pour certains, j'allais dire même pour l'Europe, ça a longtemps été qu'une histoire de poissons, hein, puisque l'Union européenne est compétente en matière de pêche.
mais c'est très loin d'être le seul sujet. Et malgré tout, on a, que ce soit au niveau national, même si maintenant on a une ministre de la mer, donc on a progressé, hein, mais la mer, elle est partout. Elle est dans, chez nous, elle concerne tous les ministères quasiment, y compris la culture, puisque l'archéologie sous-marine est à la culture. Tous les sports nautiques sont au ministère Jeunesse et Sports. Bien évidemment, vous avez au ministère de l'écologie, vous avez l'énergie, vous avez bien évidemment la biodiversité, vous avez aussi les déchets qui sont dans ce ministère, et puis vous avez toute une partie des sujets qui sont traités par les affaires étrangères. Notre ambassadeur chargé des océans, il a deux tutelles, l'affaires des étrangères et ministère de la mer. Et au niveau européen, c'est pareil, on n'est pas encore très bien, suffisamment bien organisé, que ce soit du côté de la Commission européenne ou du côté du Parlement européen. Alors moi, du coup, j'ai atterri dans 3 commissions. Puis je pourrais dire, pardon, au niveau international aussi, même si on a un ambassadeur chargé des océans, c'est pas encore c'est pas encore le top. Au niveau, alors, au Parlement européen, je suis finalement dans 3 commissions, environnement, pêche et développement. Et j'essaie de faire monter le niveau de la mer dans ces commissions. Donc, je travaille, dès qu'il y a un texte qui a un peu de sel, j'essaie de me positionner. Mais ce n'est pas facile, hein, parce que le monde est régi par les terriens, pas par les marins. Et moi, j'essaie de faire comprendre, et c'était mon slogan de campagne, que l'Europe renaîtra aussi de la mer. Et ça, j'espère qu'on va en reparler. L'Europe renaîtra aussi de la mer parce que si elle s'appuie, ma conviction intime, c'est que si elle s'appuie sur sa dimension maritime, si vous additionnez les zones économiques exclusives, hein, c'est le premier espace maritime au monde, bien avant les États-Unis et la Chine. Si elle s'appuie, c'est un enjeu géostratégique parce que 99% de nos communications par Internet passent par les câbles qui sont sous la mer. 90% des objets que vous avez autour de vous là pendant qu'on se parle, ils ont transité par la mer. Nos ordinateurs avec lesquels on communique, ils ont transité par la mer. Et bien évidemment de téléphones portables, enfin bon, tout ce qui arrive généralement aujourd'hui d'Asie. Et vous voyez quand il y a un bateau qui est coincé dans le canal de Suez, les impacts que ça a. Il y a un énorme sujet lié au changement climatique, c'est les nouvelles routes, c'est la route possible qu'envisagent certains pour passer par l'Arctique. Et quand je parlais d'enjeux géostratégiques, ce sont les nouvelles routes maritimes de la soie que développent les Chinois, qui commencent à prendre des parts dans les conseils d'administration des ports européens, etc., etc. Un des sujets que j'essaie de porter, alors j'essaie dans le cadre de la présidence française de l'Union, de pousser la France à ne pas avoir que des petits sujets techniques à régler qui sont nécessaires, avoir une vraie vision stratégique. Et je pense avoir convaincu, et je ne suis pas la seule, notre public pour qu'il y ait un axe maritime et notamment, par exemple, que la France pousse l'idée de faire de l'Europe la championne de la transition écologique des navires, d'avoir des navires verts. L'Europe, si on veut retrouver de la souveraineté, redévelopper de l'industrie sur nos territoires, eh bien, à condition d'être en capacité de coopérer au sein de l'Union européenne, eh bien, on est capable de faire émerger des navires propres. J'étais avec CMA-CGM ce matin. Je crois qu'il y a un véritable sujet là-dessus. Alors, en commission pêche, j'ai donc été aussi rapporteur. Donc, je travaille sur les énergies marines. Oui, je vous ai dit en commission pêche, j'ai été rapporteur d'un rapport sur l'impact des déchets marins sur les pêcheries. Et puis, je suis en commission développement, c'est très intéressant. C'est les relations de l'Union européenne avec les pays en développement. Et là, j'essaie de faire comprendre qu'il y a des spécificités aux régions côtières. Et bien évidemment, les enjeux marins, ce sont aussi des enjeux ultramarins pour la France, des enjeux liés aux régions ultra-périphériques pour l'Union européenne. Bon, je pourrais les détailler tout à l'heure, mais je vais peut-être en rester là de manière à ce qu'on le débat au travers des questions. Merci à vous. Merci Catherine, c'est vraiment très intéressant.
Oui, vous avez vraiment beaucoup de travail sur la peau, j'ai l'impression, avec tous ces beaux projets et j'adore l'idée que l'Europe renaîtra de la mer. Je trouve que c'est très poétique. Il y a Hem, peut-être, pardonnez-moi, Patricia, parce que en guise d'introduction, il y a peut-être une chose, puisqu'on va parler de finances vertes, que j'aurais dû dire. L'Union européenne, et puis en plus, c'est un sujet d'actualité, s'est donné un objectif de neutralité carbone pour 2050, avec un point de passage obligé de moins 55% d'émissions de CO2 net en 2030 et que, voilà, je voulais juste le mentionner, et que ce Green Deal, enfin cette loi climat est l'une des déclinaisons du Green Deal, du pacte vert. Et il va y avoir donc tout le paquet climat, le paquet biodiversité, le paquet économie circulaire, bien évidemment la politique, la PAC, la politique agricole commune et la PCP. Voilà, ce sont les deux grands dossiers sur lesquels on travaille. Et juste pour préciser que sur cette loi climat, un des gros enjeux, c'est d'arriver à faire comprendre qu'on doit aussi intégrer les écosystèmes marins et côtiers, qui sont plus capteurs de CO2 que la forêt. L'océan, c'est juste la moitié de l'oxygène que l'on respire et il capte un quart de nos émissions de CO2. Tout ça, je ne l'avais pas dit dans un sujet, une conférence sur la finance verte. Je pense que c'est important de le souligner. Merci à vous. Merci. Non, tout à fait, c'est très important de le souligner. Je vais donc passer la parole à Alexandre Holroyd pour, nous parler justement du sujet de la finance verte, puisque c'est un rapport qu'il a écrit. Bah déjà, est-ce que je peux commencer, Patricia, par te remercier d'organiser cette conférence parce que ce que Catherine vient de dire, c'était passionnant et figurez-vous que pour l'instant, je n'avais pas eu l'occasion de l'entendre, en tout cas pas de la bouche de Catherine Chapeau, donc je suis absolument enchanté de participer à cette conférence et de réitérer, en tant que député des Français de l'étranger, pour le coup, ton appel à s'inscrire sur les listes électorales. Hein. On a une chance inouïe, Français, de pouvoir élire des représentants locaux, nationaux, depuis l'étranger. C'est une chance qui nous est très particulière, Français de l'étranger, puisqu'il y a très peu de nationalités en fait, qui permettent cette représentation. Et donc, je ne peux qu'enjoindre pour le coup tous ceux qui le peuvent et qui le veulent de s'inscrire aux listes consulaires pour pouvoir voter aux élections consulaires qui arrivent. Alors, après le portrait qui a été dressé et qui est très, très macro par Catherine, qui a parlé de tous les très gros sujets. Moi, je vais parler d'un sujet qui est beaucoup plus restreint, hein, un sujet qui est une toute petite partie de ce que Catherine évoquait, particulièrement dans sa conclusion, quand elle a parlé des gros paquets européens qui arrivaient, qui est la finance verte. Je me suis penché beaucoup sur la question parce que le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, m'avait demandé de regarder le sujet. Et du coup, quand le Premier ministre demande à un parlementaire de regarder le sujet, en France, le parlementaire peut passer 6 mois à faire un rapport avec des recommandations pour le gouvernement exclusivement dédiées à ce sujet-là. Donc, c'est ce que je me suis attelé à faire l'année dernière. Le constat qu'on a fait, c'est que toutes les grandes révolutions de notre histoire, elles ont été faites et souvent financées par une forme, en tout cas depuis la Renaissance italienne, de finance privée. On a beaucoup de Français qui habitent au Royaume-Uni, ils reliront Shakespeare. La finance privée a eu un rôle très important dans le financement de la Renaissance. Et la transition écologique qu'on a devant nous, la transition de toute notre structure économique vers un monde respectueux des limites planétaires, à la fois d'un point de vue climat et d'un point de vue biodive, et puis d'un point de vue respect des océans et ainsi de suite, elle va demander des capitaux monumentaux, des capitaux beaucoup plus importants que ceux que les États peuvent amener eux-mêmes en propre. Et au fond, c'est ça la finance verte, c'est d'essayer de faire la transition entre une finance qui, pour l'instant, investissait dans le monde selon 2 critères principaux. Grosso modo, la finance, il y avait 2 critères. Il y en avait un, c'était le rendement, et l'autre, c'était le risque. Et sur ces 2 critères, la finance fait toutes ses décisions. Mais ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, c'est que la finance doit évoluer pour ajouter d'autres critères dans ses décisions pour décider là où elle irrigue l'économie de demain. Et les critères qu'elle doit, grosso modo, inclure avec le risque et le rendement, parce que le risque et le rendement, c'est important, c'est l'impact que ces investissements ont sur le climat et l'impact que le climat a sur ces investissements. Alors, cet impact, évidemment, il se décline à travers, on va parler des déchets plastiques, mais sur les déchets plastiques, sur les sources d'eau vive, sur les émissions de CO2, les émissions de particules fines et ainsi de suite. Mais grosso modo, ce qu'on veut, c'est que maintenant, quand on fasse des choix d'investissement, des grands choix d'investissement dans notre monde, que ce soit par le privé, eh ben,
on ajoute cette dimension climatique à nos décisions. Et c'est particulièrement important parce que je ne sais pas si ceux d'entre vous qui lisent la presse, mais on parle beaucoup des différents plans de relance. Aujourd'hui, le plan de relance américain, le plan de relance européen, le plan de relance français, le plan de relance britannique. Et si vous regardez les sommes, c'est souvent des sommes très importantes, mais c'est des sommes qui sont minuscules comparées à ce que nous épargnons, à ce que nous avons en régime de pension, en régime de retraite, en épargne privée sur nos comptes en banque. Et pourtant, tout cet argent, tout ce dépositaire d'argent, il est investi dans quelque chose. Il est investi ici pour créer une entreprise, il est investi là pour soutenir un État. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire en sorte que tout cet argent se réoriente pour être en adéquation avec le modèle social que l'on veut et la transition écologique. C'est ça qu'on appelle la finance verte, au fond. C'est de s'assurer que quand on met 1 euro, 10 euros, 100 euros, 1000 euros sur un compte bancaire, que l'idée, c'est de le faire fructifier pendant quelques années, et ben, non seulement il fructifie, mais qu'en plus, il irrigue et qu'il investisse dans le monde qu'on veut construire demain, et non pas seulement dans un investissement quelconque, tant qu'il donne le bon rendement. Et alors, c'est un sujet qui est d'une importance proportionnelle à sa nébulosité, parce que c'est d'une complexité abyssale, parce qu'on rentre dans tout le secteur financier pour essayer d'arriver à nos fins. Mais je vais schématiser grosso modo en 3 silos ce qu'il faut qu'on fasse. Et là, je rejoins absolument ce que Catherine a dit. Il y a une dimension française qu'on pousse beaucoup en France, mais il y a une très importante dimension européenne, parce que c'est là où il y a la taille assez importante pour influencer le monde entier à suivre dans cette voie-là. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'information extra-financière. Et d'ailleurs, il y a 2 jours, l'Union européenne a publié une grande directive sur ce sujet-là. Donc, ça va être un des grands sujets en vue de la présidence française, puisque notre objectif, c'est que cette directive proposée par la Commission le 21 avril, elle soit adoptée d'ici ou sous notre présidence. L'information extra-financière, c'est quoi? C'est l'information que les entreprises doivent donner qui concerne des choses autres que financières. Donc, évidemment, toutes les entreprises, toutes les entreprises qui sont cotées sur les marchés financiers, elles doivent donner plein d'indicateurs de leur performance financière. Nous, on veut y ajouter toute une dimension sur leur performance extra-financière. Quelle est leur empreinte carbone? Quelle est l'empreinte carbone de leur filiale? Quel est leur impact sur l'eau? Quel est leur impact sur les océans? Quel est leur impact en termes de déchets plastiques, etc., etc., etc. Donc ça, il y a un très gros enjeu de s'assurer que toutes les entreprises déclinent et publient une information extra-financière qui est crédible et qui est comparable. Parce que après, qu'est-ce qu'on fait avec cette information extra-financière que chaque entreprise va publier? On l'agrège. En fait, les secteurs financiers l'agrègent, puisque quand vous mettez de l'argent sur votre compte en banque, la banque, elle investit dans plein d'entreprises différentes. Et du coup, il faut qu'elle puisse comparer et agréger ce qu'on sait au travers de l'extra-financier de chaque entreprise. Donc, imaginons que vous ayez un compte bancaire qui est investi dans entreprise X et entreprise Y. Ben, on va devoir agréger l'impact climatique de l'entreprise X plus l'impact climatique de l'entreprise Y pour vous dire quel est l'impact climatique de votre portefeuille d'investissement. Et bien, cette donnée-là, cette agrégation-là, il faut qu'on s'assure qu'elle soit faite dans une méthodologie, dans une transparence qui ne remette pas en cause la crédibilité de l'information qu'on a. Parce que c'est ce qui nous permet la 3e étape, qui est d'inciter tous les épargnants à suivre ce mouvement-là et à s'engager dans une finance plus responsable et plus durable. Parce que la condition sine qua non pour qu'ils fassent ça, c'est qu'ils soient conscients que les promesses qu'on leur fait quand on leur vend un produit financier, quand on leur dit « donnez-nous votre épargne pour qu'on la gère et on va la gérer de façon responsable », soient crédibles et soient respectées. Il faut qu'ils sachent que quand ils font confiance à leur banque, elle fait bien ce qu'elle s'engage à faire. Et les 2 premières étapes sont la condition à la 3e. Alors, je dis ça, on dirait que c'est un nouveau projet, ça ne l'est pas du tout, hein. Ça s'est déjà beaucoup engagé et c'est une finance qui explose aujourd'hui. Seulement, moi, j'ai formulé beaucoup de recommandations pour qu'on essaye d'accélérer ce phénomène. Parce que le jour où l'immense majorité des épargnants choisira des produits d'épargne, choisira de mettre son produit de retraite dans des produits qui sont en adéquation avec ses valeurs, on aura presque gagné la guerre. Ça veut dire que la finance irriguera seulement ces entreprises, ces États qui s'engagent pleinement dans la bataille climatique. Alors, il y a un temps, il y a un délai de temps. Catherine Chabot a rappelé d'ailleurs les objectifs très ambitieux, 2030, 2040, 2050. Mais il faut qu'on accélère ce mouvement parce que ce sujet qui paraît peut-être un peu technique, il est absolument essentiel pour qu'on arrive à financer la transition de toute notre économie. Et toute notre économie, ça veut dire bien sûr les entreprises, mais ça veut dire par exemple
tout notre patrimoine immobilier, la rénovation thermique qu'il va falloir faire sur tous nos patrimoines immobiliers construits au fur des siècles. Et ça va nécessiter tout cet argent et la mobilisation de toute l'épargne privée qu'on accumule et qui finance en fait nos systèmes aujourd'hui et nos économies aujourd'hui. Merci Alexandre. Je vais maintenant, c'est vraiment fascinant d'entendre justement à quel point les investissements qui vont être faits sont importants pour le futur. J'entendais quelqu'un justement récemment qui disait que rien ne sert d'investir dans des sociétés ou des compagnies qui, qui ne sont pas vertes, en tout cas qui ne font pas partie de la finance verte, puisque ces compagnies n'existeront pas dans le futur et que nous n'aurons plus un monde dans lequel vivre. Et donc, c'était absolument indispensable justement de passer à la finance verte. Je vais maintenant passer la parole à Anne-France et à Julien pour qu'ils puissent être nos animateurs en ce qui concerne les questions que le public nous a déjà posées et puis que aussi on t'a posées. Voilà. Merci. Merci Patricia. J'ai été impressionné par la présentation de Catherine Chabot. Sur son site web, c'est marqué la voix de l'océan. Et je pense que c'est vraiment ça que je peux retenir, à savoir la reconnaissance de l'océan comme un bien commun de l'humanité. Et c'est d'ailleurs, je crois, le fondement de la plateforme que vous avez créée, Océan et Climat, il y a quelques années, Catherine. Vous avez évoqué le récent rapport pour réduire les déchets en mer que vous avez porté en tant que députée européenne. Et ce rapport a été adopté par une majorité écrasante, 646 voix pour, 3 contre et 39 abstentions. Et donc, notre première question, c'est pourquoi la question de la pollution par les déchets plastiques est-elle cruciale? Merci pour votre question. Et tout d'abord, juste un mot sur l'océan bien commun de l'humanité. Alors, c'est une initiative que nous avons lancée il y a bientôt 3 ans. Le 8 juin, ce sera vraiment le 3e anniversaire. Mais effectivement, en 2014, j'avais le 8 juin, qui est la Journée mondiale de l'océan, cofondé la plateforme Océan et Climat. Et on avait réussi à faire entrer le mot océan dans l'accord de Paris. Il est dans le préambule. Mais jusqu'à Paris, l'océan était totalement ignoré des négociations climatiques. Et pour tout vous dire, les économistes, parce que j'avais interrogé un jour, pour tout vous dire, c'était Ronan Dantec, j'étais au CESE, je lui avais dit, mais il faut faire entrer l'océan dans l'accord de Paris. Il me disait, mais la négociation climatique, c'est une négociation économique. L'océan n'a rien à faire là. Ah bon? Parce qu'il y a une finance bleue, mais ça, on ne la connaît pas. Et vous voyez, regardez, on parle de finance verte, on parle du Green Deal. Moi, je milite pour qu'il y ait un Green Blue Deal. Et donc, l'océan, donc ça, on a été extrêmement fiers d'arriver à faire juste rentrer les écosystèmes marins, côtiers, dans le préambule de l'accord de Paris. Avec l'océan bien commun, j'ai cette même ambition de faire entrer cette notion morale et pas juridique que l'océan est un bien commun à tous, à toute l'humanité, dans un traité international actuellement négocié aux Nations Unies. Et je vais vous dire, c'est parce que j'ai réussi à boucler mon premier tour du monde que je pense que ce rêve est complètement dingue et possible. Donc, voilà, vous allez me dire, je suis un petit peu déraisonnable ou un peu folle, mais je pense que ça, c'est possible. Et ce que j'essaie de faire au travers de ça, c'est de mobiliser la responsabilité individuelle et collective, parce que puisque c'est notre bien commun, on en est tous responsables à titre individuel et collectif. Et ça rejoint le sujet de la finance verte, parce que c'est ce que tu as parfaitement exposé. Et merci Alexandre, parce que je viens de prendre un cours de finance verte dont j'avais certainement besoin. Il faut arriver à faire… Les entreprises ont leurs propres responsabilités. Aujourd'hui, elles sont en train d'entrer en transition. Pour certaines, déjà depuis un moment, mais pour d'autres, c'est très récent. Et voilà.
Donc, pour répondre à votre question, pourquoi c'est si crucial? Je l'ai dit. Et oui, c'était ça, la question, c'est pourquoi c'est si Oui, important. les Oui, déchets plastiques. voilà. Quand je vous dis que, enfin, je ne sais pas depuis quand vous avez entendu parler de ce sujet, de la problématique des plastiques dans l'océan. Ça fait peut-être, allez, une dizaine d'années au maximum. Moi, les premiers que j'ai vus, c'était dans les années 90. À l'époque, tous les navires basculaient, enfin, jetaient tous leurs déchets par-dessus bord. Je pense on a considéré pendant des décennies, puisque finalement les objets qui polluent nos océans, ils ont émergé avec l'apparition du plastique, du pétrole, etc. Avant, qu'est-ce qu'on avait dans la mer? Du bois, du fait, enfin on va dire des matériaux métalliques, et malheureusement des hommes qui tombaient à la mer, enfin des hommes et des femmes éventuellement, qui tombaient à la mer, mais l'océan n'était pas pollué parce que nos sociétés aujourd'hui produisent. Or, vous avez l'océan aujourd'hui, il est, comme je le disais, impacté par le réchauffement climatique. Nos émissions de CO2 engendrent un énorme taux de CO2 dans l'atmosphère. Or, le carbone, c'est l'océan qui recycle ce CO2 pour fabriquer de l'oxygène, avec bien évidemment les forêts qui ont un peu moins de la moitié de leur part dans cette histoire. Euh, Si on veut que l'océan continue à jouer ce rôle de machine climatique, si on veut qu'il continue, que les écosystèmes, il nous faut des écosystèmes marins et côtiers qui soient en bonne santé. En fait, un écosystème marin qui est dégradé, au lieu d'absorber du CO2, il en émet. Et ça, c'est complètement dingue. Et donc, il faut lutter contre les trois principales sources, il y en a 5 en réalité, de pollution de l'océan, et les déchets en font partie. Et les déchets, aujourd'hui, ça vient donc pour 80% de la Terre. Depuis, heureusement, une trentaine d'années, vous avez la Convention Marpol qui interdit aux navires de rejeter quoi que ce soit à la mer. Ça n'empêche qu'on a quand même encore des rejets, et pas que de déchets, pas que de plastique. Mais la problématique, c'est qu'aujourd'hui, en fin de compte, tous les déchets qui sont balancés depuis la mer, c'est 20%, soit les 80%, c'est 8 millions de tonnes de déchets par an, qui ne rentrent pas dans le cercle vertueux de l'économie circulaire qui est émergente. Et il y en a beaucoup qui deviennent des déchets sauvages, qui rejoignent les rivières, qui finissent par se fragmenter à cause des UV, du frottement, etc., etc. Et en fait, on découvre aujourd'hui qu'ils se fragmentent dès les rivières. Et tout ça, ça finit à la mer. Ça a un impact sur les écosystèmes, ça a un impact sur la ressource halieutique, ça a un impact probablement aussi sur notre santé. Je dis probablement parce qu'il y a quasiment pas de recherche sur le sujet. Et je tiens à souligner que si mon rapport parlait des déchets, j'ai voulu aussi traiter dans ce rapport ce qu'on appelle les pollutions diffuses, qui sont toutes les pollutions finalement invisibles, chimiques, qui rejoignent la mer aussi par les rivières. C'est les molécules qui n'auront pas été traitées par nos stations d'épuration. C'est parfois aussi des objets qui ne passent pas par les filtres des stations d'épuration. Il y a un truc tout bête, hein, vous savez qu'un des objets qu'on trouve le plus sur les plages, ce sont des cotons-tiges. Parce que il y a des gens qui jettent ça dans les toilettes, ça passe par les grilles, enfin bref, ça se retrouve à la mer. Et la grosse problématique, c'est qu'aujourd'hui, vous avez seulement 1% qui flotte en surface, et vous avez 99% qui est soit entre deux eaux, une espèce de soupe, soit qui rejoint les fonds. Alors, ça a aussi des impacts, bien évidemment, pour les pêcheurs. Ça, c'était le sujet que j'ai traité. Ça, je ne sais pas, ça, pour la pêche, spécifiquement la pêche et l'aquaculture, ça impacte leurs revenus de 3 à 5% par an. Voilà. Et puis, c'est des milliards de microparticules de plastique. C'est assez effrayant. Voilà, je pourrais en parler pendant des heures. Vous avez des mers qui sont beaucoup plus contaminées que d'autres.
comme la Méditerranée. Catherine, vous avez répondu en fait à ma deuxième question, à savoir l'ampleur des dégâts, en nous donnant quelques chiffres alarmants. Je voudrais savoir quelles sont les mesures prises au niveau européen et au niveau français. Enfin, j'imagine que lorsqu'il concerne le littoral et les mers et les océans, c'est une problématique internationale. Et donc, je suppose que c'est la raison pour laquelle vous vous êtes engagé au niveau politique, au niveau européen, et non pas seulement français. Mais quelles sont les mesures prises en France et en Europe? Alors, elles sont émergentes, hein. En fait, vous comprenez que c'est un problème systémique, hein. Les déchets que je vais jeter à la montagne, dans la nature, ils vont probablement rejoindre la mer, puis la haute mer. Donc, il faut traiter le sujet d'un point de vue systémique. Il faut produire moins de déchets. Donc, c'est tout le sujet de l'économie circulaire et notamment intégrer à la fois la stratégie économie circulaire de l'Union européenne, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire française. Souvent, comme vous le savez, beaucoup de nos législations nationales sont des déclinaisons des législations, enfin, du cadre européen. Cela dit, pour une fois, je vais vous dire, la loi AGEC qui a été votée il y a 1 an, donc pour l'anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui a été portée par Brune Poirson, elle a inspiré les travaux qu'on a récemment menés au Parlement européen, un rapport d'initiative sur l'économie circulaire en réponse à la communication de la Commission sur l'économie circulaire. Donc, il y a produire moins, on va dire, d'emballage. Moi, je vais vous dire, c'est produire moins déjà d'objets, réduire le nombre de molécules. Ça, pour l'instant, ça n'existe pas. C'est ce qu'on commence, c'est ce qu'on demande, parce que la problématique, si on veut arriver à créer des cycles, à recycler les objets, il faut réduire. L'exemple des bouteilles plastiques est très parlant pour ça, hein. Vous avez en fait plein de différents matériaux et c'est plus compliqué à recycler si on ne peut pas tous les mettre dans le même système de recyclage. C'est vrai aussi pour les filets de pêche, parce qu'en travaillant sur mon avis, je me suis rendu compte qu'on a une 50aine de différents polymères qui constituent les différents filets de pêche. Donc, il y a au niveau de la production, après, il faut bien évidemment, il y a des sujets autour du tri sélectif. Un des gros points, moi, que je pointe, un des gros sujets que je pointe, ça concerne les déchets sauvages. Ce que moi j'appelle les déchets sauvages, c'est ce qui va sortir de la circularité. Il faut absolument, ces déchets, vous allez dans la Tamise, en général, je cite la rivière qui est en proximité de mes auditeurs, mais si vous allez par exemple à Londres sur la Tamise, vous avez des bateaux qui sont rangés à quai. Il est fort probable qu'entre le bateau et le quai, vous allez avoir des concentrations de déchets. Il faut agir et ramasser les déchets là où les zones de concentration et surtout agir avant les estuaires. Parce que c'est véritablement, après, une fois que c'est parti en mer, on peut agir sur le littoral, on peut aller les ramasser, mais c'est peine perdue. Et puis, il faut bien évidemment favoriser, par exemple, concernant les pêcheurs, ils ont l'obligation de ramasser de rapporter à terre les déchets qu'ils récupèrent dans leur filet. Pour eux, c'est un véritable problème. Et donc, il faut les inciter à les ramasser et puis faciliter le recyclage. Un dernier point, quand on parle des déchets en mer, ça va de la microparticule, la microbille de plastique, voire, vous savez, ces microbilles qui sont ajoutées intentionnellement. Donc, dans les mesures, pour répondre à votre question, il y a en finir avec les billes de plastique intégrées intentionnellement dans nos cosmétiques ou dans certains produits, comme les peintures. Et puis, ça va jusqu'aux containers qui tombent à la mer.
Et là, j'ai demandé, par exemple, une traçabilité des containers. J'en ai parlé tout à l'heure avec CMA-CGM. Ce n'est pas pour ça qu'on s'appelait, mais j'en ai parlé avec eux. Et puis, entre les deux, vous avez des pneus. Moi, j'ai plongé dans une calanque à Marseille pour faire un nettoyage. On trouve encore plein de pneus. Les gens on a imaginé que la mer recyclait tout ça et elle ne recycle rien du tout. Voilà, sauf peut-être le bois et les êtres humains. Merci beaucoup, Catherine. Je laisse la parole à ma collègue Anne-France. Merci énormément, Catherine. C'est extrêmement éclairant ou éclaircissant, je ne sais même plus comment on dit en français. Parce que je voulais juste faire une petite transition avant de passer aux questions pour Alexandre. Moi, j'ai vraiment découvert l'enjeu et la puissance écologique de la mer par une petite formation de jeu de cartes qui est très, très sympathique, qui s'appelle la Fresque du climat. Qui est une association à loi de 1901 française, et qui en fait en 3 heures vous explique avec des cartes à jouer, soit en famille, soit au bureau, tous les enjeux, les conséquences de chaque élément de la Terre et des océans sur et l'impact de l'humain, les causes et conséquences. Donc c'est très très sympa, c'est amusant, et franchement ça explique un peu tous ces enjeux-là sans vous saouler de notions trop complexes. Voilà. Et puis récemment, moi j'ai aussi travaillé dans tout ce qu'on appelle maintenant les crédits plastiques, qui est une nouvelle notion que je voudrais juste partager si vous entendrez parler. C'est un peu le parallèle des crédits carbone, c'est-à-dire maintenant on doit engager les grandes entreprises qui en gros produisent des bouteilles en plastique à investir et à payer un salaire et une rémunération aux collecteurs de plastique dans les pays en voie de développement où il n'y a pas de déboueurs, on dit en français, déboueurs. Voilà. Je passe maintenant. Excusez-moi, je voulais juste contribuer un petit peu à Alexandre, parce que la finance verte, alors c'est encore un terme, bon, vous l'avez bien expliqué, donc merci, parce que ma première question, c'est qu'est-ce que la finance verte? Donc on va passer à la deuxième. Mais la question, je pense qu'il faut vraiment expliquer aux gens, parce que bon, comment on va passer des économies sur leur compte en banque à l'impact positif avec leurs économies? Comment ça se passe? Comment on peut vérifier où va la traçabilité des fonds, comment vous envisagez ça au niveau de la loi et au niveau des acteurs économiques, et comment ça nous touche personnellement? Je pense que c'est une question essentielle parce que, en fait, grosso modo, si on réfléchit à comment est-ce qu'on accélère la finance verte, il y a 3 acteurs principaux. Il y a la société civile, les ONG qui mettent la pression sur des banques, des institutions financières pour améliorer, etc. Ça, c'est une chose, ça, c'est toujours là et ça va continuer à être là, c'est très bien. Il y a ensuite le régulateur, le législateur. Qu'est-ce qu'il peut faire pour faire avancer les choses? Et là, un des éléments déterminants dans ce que vous dites, c'est d'instaurer de la transparence pour que chacun puisse aller vérifier ce qui se fait, pour que les ONG puissent aller vérifier ce qui se fait, pour que des contrôleurs externes puissent aller vérifier ce qui se fait, et pour que ceux qui veulent faire mieux puissent faire mieux puisqu'ils aient accès à la même donnée. Donc, créer de la transparence et créer de la clarté et de la lisibilité, parce que ce qu'on va dire quand on dit en 2030, il faudra baisser les émissions de temps en 2040, on crée de la lisibilité. On dit c'est ce qui va se passer dans les années qui suivent. Et du coup, on incite énormément ceux qui veulent investir dans des projets à long terme de dire attention, si vous investissez aujourd'hui dans un projet qui émet du carbone, vous allez trouver dans un truc très périlleux dans 10 ans ou dans 20 ans, parce que vous serez puni par la loi, ou vous serez en tout cas, vous devrez payer des suppléments. Quelqu'un mentionnait l'ETS, l'ETS qui est le système de carbone européen. Il existe aujourd'hui, le prix du carbone, comme c'est dit, est trop bas. Il y a une réforme qui va être proposée par la Commission dans les mois qui suivent, là, avec l'idée d'élargir son périmètre et d'augmenter le prix. Cette réalité-là, elle va pousser vers plus d'investissements. Et puis après, il y a un 3e groupe de pression. Donc, je reprends, les ONG, le législateur qui fait ses lois et qui pousse dans la bonne direction. Et enfin, il y a l'épargnant. Et l'épargnant, c'est un peu la question concrète de ce que chacun peut faire quand on essaie de se mobiliser pour la finance verte. C'est aller regarder où votre argent est investi. Allez regarder votre pension, votre retraite, comment elle est investie. Parce qu'aujourd'hui, déjà, il existe des labels et des façons de savoir comment cet argent est investi. Demandez à votre banquier ou à l'organisation qui gère votre pension, c'est une grande organisation. Moi, j'aimerais que ma pension soit gérée comme ça. J'aimerais savoir comment elle est gérée d'un point de vue de la responsabilité sociale et environnementale. Et ils doivent vous donner une réponse. Et vous avez le choix de changer de pension. Maintenant, quasiment toutes les grandes banques, quasiment tous les grands assureurs vie offrent
des produits d'épargne, des produits de retraite qui ont des objectifs plus ambitieux en matière de responsabilité sociale et environnementale. Et se cache derrière une question qui a été évoquée, qui est très importante et qui est redoutable dans le chat, qui est l'équilibre à trouver entre la priorité environnementale et le social. Parce que souvent, on dit, attention, le social, ça a beaucoup d'importance aussi, il ne faut pas non plus mettre tout l'environnement. Il ne faut surtout pas les opposer. Ce n'est pas parce qu'on investit dans une industrie verte qu'on ne crée pas de l'emploi, on crée de l'emploi, on fait du social également. Donc, il ne faut surtout pas l'opposer. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on arrive dans un monde où demain, Alexandre Holroyd, Julien Planté, Patricia Connell, quand on va dans notre banque, quand on va demander un produit d'assurance vie, on dise, moi, je veux que mon produit d'assurance vie soit aligné avec l'accord de Paris. Je veux très clairement que, grosso modo, toute l'utilisation qui est faite de l'argent que je vous confie pendant un temps donné, il soit utilisé en adéquation avec ma conviction profonde qu'il faut que le monde se mette en ligne avec l'accord de Paris. Et ça, par exemple, on est en train de créer, de pousser pour la création, je pense qu'on y arrivera dans les mois ou dans l'année qui suit, d'un indicateur, c'était une des recommandations de mon rapport, d'alignement avec Paris, c'est-à-dire qu'on pourra avoir très clairement un portefeuille d'actions, un portefeuille d'investissement, un compte bancaire, si l'utilisation qui est faite de cet argent est alignée avec Paris ou non. Et si votre banque, elle s'amuse à financer du charbon, des choses qui sont très nocives pour l'environnement, bah, votre trajectoire, elle ne sera pas du tout alignée avec Paris. Et vous aurez quelque chose qui vous dira, bah, vos investissements, ils financent un monde à 4 degrés ou à 5 degrés. Et du coup, vous saurez que vous financez dans une certaine mesure un monde qui ne vous convient pas. Et je pense que c'est très important parce que l'épargnant, il a un rôle essentiel à jouer. Parce qu'aujourd'hui, le secteur financier a évolué et est en train d'évoluer de façon très rapide, sous la pression du législateur et du régulateur, sous la pression des ONG, mais aussi sous la pression des épargnants. C'est très important. Les plus gros agrégats du monde, ce qu'on appelle les gens qui gèrent l'argent des épargnants, ce sont souvent des fonds de pension de fonctionnaires. Alors, les plus gros sont américains, mais il y en a beaucoup en Europe. Et eux, parce que leurs membres, dont ils collectent l'épargne et dont ils gèrent la retraite, disent « on veut des investissements qui soient responsables socialement », ben, eux, ils commencent à mettre la pression sur les gestionnaires d'argent en disant « nos membres qui nous font confiance avec leur argent nous demandent qu'on finance des projets qui sont respectueux des limites de l'environnement, prouvez-nous que vous le faites, ou sinon on change et on trouve quelqu'un d'autre qui le fera ». Merci beaucoup. En fait, la question, c'est aussi quand même une question de rendement à court terme. Donc, comment vous pensez que ces fonds d'investissement, voire les entreprises, quand on voit le cas de Danone récemment, vont vouloir effectivement privilégier, je dirais, la rentabilité à long terme, parce qu'on a prouvé que maintenant, qu'effectivement, si on tablait sur des investissements qui protégeaient la planète et l'humain, à long terme, c'était plus rentable. L'entreprise ne coulait pas forcément. Et ça, c'est du long terme. Donc, c'est un peu toujours comment vous voyez l'équilibre rendement long terme, court terme, et comment cette loi va pouvoir aider dans cette dynamique-là pour convaincre les acteurs financiers et les grandes entreprises, enfin les actionnaires des grandes entreprises. Alors, ce n'est pas une loi, mais ce qu'il faut savoir avec une grosse partie de notre épargne, c'est qu'elle est investie dans du long terme. Quand la réalité de nos pensions dans la majorité des pays, c'est qu'on met de l'argent dans une tirelire et qu'on dit on ne va pas y toucher pendant 40 ans jusqu'à ma retraite, et je retirerai à la fin de l'argent d'une façon ou d'une autre à ma retraite. Donc, on crée les conditions pour des investissements dans le long terme. Et ce que la crise nous montre très clairement aujourd'hui, c'est que les investissements sociaux et responsables sont plus profitables, ont un rendement plus élevé à court terme ou à long terme que les investissements qui ne prennent pas en compte ces éléments-là. Et au fond, c'est jamais totalement logique. Il faut faire attention avec ces raisonnements un peu réducteurs, mais il y a une certaine logique. Si vous investissez dans des entreprises qui font attention à leurs salariés, qui se soucient du monde autour d'eux, etc., à long terme, même à moyen terme, les résultats sont souvent meilleurs que si vous investissez dans une entreprise qui n'a pas ce respect ni de l'environnement, ni de ses employés, ni des gens qui vivent près de ses usines, et ainsi de suite, parce qu'il y a toujours un retour de bâton. Donc, il y a une certaine logique. Alors, il faut faire attention, je schématise un peu, mais il est très clair que dans le monde dans lequel on se dirige, on va orienter à la fois législateurs et épargnants ensemble, à travers une espèce d'effet ciseau, les investisseurs, c'est-à-dire les professionnels qui gèrent notre argent et qui l'investissent,
à choisir ces investissements qui financent l'économie de demain. Et ça va être fait de façon contraignante dans un deuxième temps, mais dans un premier temps, ce qui est le temps dans lequel on est, c'est en train de se faire de façon volontaire parce qu'il y a une conscience que les enjeux vont être de plus en plus contraignants à l'avenir. Donc, il vaut mieux se préparer. Et aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il y a une explosion de l'investissement social et responsable, de la finance verte dans le monde. Donc, la grande attention qu'on doit faire, c'est que dans ce temps très délicat, où on passe d'une finance qui était en fait assez petite et assez réservée à quelques initiés, à une finance qui va devenir généralisée, où il y a une explosion, on ne perde pas le sens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient pouvoir manipuler les données pour vous dire « Ah, bah, votre investissement, il est très bon », mais en fait, ne jamais d'avoir aucun moyen de le prouver. Donc, nous, il faut qu'on s'assure qu'avec cette finance qui explose, elle garde sa crédibilité et elle continue à financer le monde que l'on veut demain. Merci beaucoup, Alexandre. On a un petit souci, on avait beaucoup plus de questions, parce qu'on est tellement ambitieux dans nos questions, mais je crois que pour être vraiment très interactif, on va passer aux questions des auditeurs, si ça ne vous dérange pas. Et il y a une première question de Aude de Benet, j'espère que Aude est parmi nous, je crois que oui. Pour Alexandre, au sujet donc de la finance verte, c'est quelles sont les différences entre la France et le Royaume-Uni dans le domaine de la finance verte, et je dirais maintenant sociale aussi, parce que vous en avez parlé, et pourquoi ? Ah, pardon, excusez-moi. Alors, c'est une très bonne question parce que l'un des éléments du rapport que j'ai remis au gouvernement, c'était une comparaison entre les différentes places financières et comment elles s'engageaient. La différence la plus fondamentale entre nos deux systèmes, ça n'est pas lié à la finance verte, c'est lié qu'on a des systèmes d'épargne très différents. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, on n'investit pas dans les mêmes produits, dans les mêmes types de produits d'épargne et du coup, ça n'a pas les mêmes conséquences. La France, il faut le dire, hein, sans faire cocorico, a été très à l'avance en matière de finance verte. On a notamment voté avant, d'ailleurs, dans la majorité précédente, ce gouvernement précédent, a été voté une loi avec un article très important qui imposait aux investisseurs de faire beaucoup de déclarations sur justement l'impact extra-financier de leur gestion. Et ça a créé en France un écosystème où il y a beaucoup de gens dans le secteur de la finance qui ont évolué sur cette question. Donc, on a par exemple aujourd'hui la Banque centrale qui se pose des questions dessus, le régulateur, l'AMF qui se pose des questions dessus, suite à mon rapport, qui a créé une formation spécifique sur la finance verte pour les gens qui rentrent dans la finance. Donc, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. En Angleterre, ça s'est parti avec un petit peu de retard, mais il y a plusieurs acteurs qui sont en train de se mobiliser. Il y a plusieurs fintechs qui sont sortis avec des produits d'épargne spécifiquement, c'est-à-dire que des produits d'épargne associés à la finance verte avec des trajectoires de degrés qui sont contrôlés par des ONG externes, donc qui sont très crédibles. Mais dans ce combat-là, je pense qu'il faut garder un esprit constructif. Quand on parle des petites différences qui existent entre la France, le Royaume-Uni, la Suède, la Hollande, il faut être très clair. Par rapport au monde, par rapport aux autres pays, on est un peu les pays qui sont le plus à l'avance sur ces réflexions et qui essayent de les faire avancer le plus vite. Il ne faut pas non plus se cacher les doigts. On est les places financières qui sont les plus agitées. Les places américaines ont beaucoup de retard et certaines des places ne se penchent même pas sur cette question. Donc là, quand la COP26 arrive très vite en Angleterre à Glasgow, le gouvernement français et le gouvernement britannique vont travailler de très près ensemble pour essayer d'avoir une sortie le plus ambitieuse dans toutes ces questions très techniques. Et on sera quasiment toujours du même côté, alors avec des distinctions, etc. Mais grosso modo, il faut savoir que Britanniques, Français, on est très proches sur cette question parce qu'on a la volonté d'avoir des ambitions plus élevées qu'il y a actuellement dans le monde et d'encourager les autres États à suivre. Merci beaucoup pour ça. Julien, je crois qu'il y a peut-être une question pour Catherine dans l'audience. C'était une question pour Billy Swede. La personne a posé plusieurs questions. C'était... non, excusez-moi. Il y a un problème de micro là. Je vous entends qui frotte sur un vêtement peut-être, non? Je crois que c'était sur mon... Pardon, merci. Excusez-moi. J'entendais pas. C'était une question de Billy Swede.
enfin, l'une des questions, parce que la personne en a posé plusieurs, mais quel programme de soutien en termes de recherche, formation, soutenez-vous au niveau européen ou français Euh, d'ailleurs? je vais parler d'un programme qui est adossé au programme Horizon Europe, qui est donc le programme qui fait suite au programme Horizon 2020. Et donc, la Commission a initié 5 missions transversales. Il y en a notamment une sur le cancer et il y en a une sur l'océan. Et c'est un programme qui a été piloté par un ancien directeur général de l'OMC, Pascal Lamy, et Geneviève Pons, enfin Pascal Lamy qui préside aujourd'hui l'Institut Jacques Delors, et Geneviève Pons, tous les deux, ils ont créé un comité de pilotage et ils ont une vision très transversale et très intéressante. Enfin, moi, je les soutiens complètement. Et finalement, ça a donné un projet, la mission Starfish, imaginé comme un programme Apollo pour reconquérir la bonne santé des écosystèmes marins et côtiers, et qui tient compte non seulement de la bonne santé de la mer, mais aussi des rivières. Donc, ils ont une approche par l'aquasphère. Et ça, c'est très intéressant parce que ce dont on souffre au niveau européen et souvent même au niveau français, c'est de ne pas être capable de mettre en cohérence les politiques publiques. Et c'est vrai aussi pour la finance, hein. On subventionne un truc d'un côté, mais on va subventionner un truc de l'autre, et finalement, les deux trucs se télescopent. Ou alors on ne fait pas, c'est le problème de la politique agricole commune qui doit être mise en cohérence avec la directive cadre sur l'eau, parce que si on veut retrouver la bonne santé de nos eaux qui sont particulièrement polluées, il faut aussi agir sur la politique agricole commune. Enfin voilà, il y a une mise en cohérence. Et donc, la question, c'était, pardonnez-moi, parce qu'en cours de route, j'ai zappé la question. C'était quel programme de Ah oui, soutien donc en termes de oui, recherche? pardon. Donc, la mission Starfish, c'est elle dont j'ai envie de parler, bien évidemment. Il y a bien évidemment les fonds structurels. Après, je voudrais quand même dire un mot, si je ne suis pas expert de la finance verte, il me semble important de parler, de mettre fin aux subventions nuisibles. Pour moi, il y a à la fois le côté positif qu'on peut identifier comment, où investir de manière à accélérer la transition. Mais il faut aussi identifier où ne pas investir et qu'est-ce qu'il ne faut pas subventionner. Et tout à l'heure, parce que j'ai vu aussi quelqu'un avait posé la question sur le documentaire Seaspiracy, qui, moi, m'a effrayée, parce que ce documentaire, il est vraiment minable, mais effrayé dans le sens où ce qu'il montre est abominable. Il dit quelques vérités, mais il est pathétique de ce documentaire. C'est tout ce que je rejette en matière d'approche journalistique. Il dit quelques vérités, il dit beaucoup de bêtises. Et on s'interrogeait du reste avec mon petit camarade qui préside la commission pêche, hein, Pierre Karleskind, ce qu'en pensaient les scientifiques. Et notamment, l'un des plus écolos spécialistes de la pêche a écrit un article dénonçant complètement ce documentaire, qui va tout faire sauf de mobiliser les pêcheurs sur la transition. Et il évoquait notamment la question la fin des subventions nuisibles à la pêche. Il disait qu'il avait eu un échange, alors ce scientifique s'appelle Daniel Poli, et il a eu un échange avec l'OMC. 30 à 35 milliards d'euros sont dépensés chaque année pour des subventions qui vont à la pêche. Les 2 tiers sont nuisibles à la ressource, à la ressource halieutique. Donc, il y a un vrai sujet, et l'objectif du développement durable 14, qui est lié à la bonne santé des aquatiques, enfin de l'océan, c'est celui qui est lié à l'océan. Il a un alinéa sur la fin des subventions nuisibles. C'est un des plus gros sujets aujourd'hui au niveau international. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'en France,
la Fondation de la mer, que j'ai contribué à participer à cofonder, qui est présidée par Sabine Aude-Bézieux, et ils ont créé un référentiel sur l'ODD 14 pour les entreprises, pour les aider justement dans leurs investissements et on va dire dans leur démarche RSE à réduire non seulement leur impact sur la planète en général, mais sur l'océan en particulier. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà, je voulais le citer. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, merci Catherine. Peut-être, parce que notre temps est limité, mais peut-être Anne-France, tu souhaites relayer une question pour Alexandre? Oui, il y a une dernière question. Bon, il y avait plein de questions très intéressantes, donc on s'excuse auprès des auditeurs. Hein. Toutes les questions sont envoyées aux panélistes, enfin Alexandre et Catherine, s'ils peuvent leur répondre ultérieurement. Mais une des questions qui est vraiment intéressante, c'est pour Alexandre, finalement, le gouvernement français, à quoi il s'était engagé après vos recommandations après les recommandations de votre rapport Finance verte et comment votre rapport est suivi par Barbara Pompili, ministre. Alors, moi, une fois que j'ai remis le rapport, évidemment, le travail ne s'arrête pas là. Je continue à travailler avec Barbara Pompili et Bruno Le Maire parce que c'est un sujet, la finance verte, c'est vraiment un sujet qui est à cheval entre l'économie, évidemment, et la transition écologique. Sur les 24 recommandations dans le rapport, il y en a à peu près 15 qui, pour l'instant, ont été satisfaites d'une façon ou d'une autre. Donc, il y a des éléments qui sont réglementaires. J'ai parlé, par exemple, de l'AMF qui a commencé à mettre une formation. Un des trucs que j'avais dit qui était très important, c'est qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que la majorité de nos banquiers, à la fois celui qui est dans une banque et qui vend au guichet un produit d'épargne, qui explique ce que c'est qu'un produit d'épargne au guichet, à la fois que celui qui est dans une salle de marché, dans une grande tour à Londres, ne sont pas formés pour comprendre les risques climatiques associés à leurs investissements et du coup, il faut plus de formation. Et du coup, par exemple, je donne un exemple parmi d'autres, hein, mais le régulateur français, l'autorité des marchés financiers, a mis une partie obligatoire de la certification qu'il faut pour opérer sur les marchés financiers sur la finance verte. Donc, c'est le genre de choses qu'ont avancé de façon très concrète. Il y a sur les recommandations qui restent un certain nombre de recommandations qui sont européennes, parce qu'il y a une dimension européenne, et du coup, là, le gouvernement français a une position qui est souvent proche de celle que je recommande. Mais évidemment, il faut un accord à niveau européen. Donc, par exemple, sur les données financières dont on parlait, la Commission a publié une directive. Il faut encore qu'on réussisse à la faire adopter. Et j'avais demandé à ce que certaines choses soient incluses dedans. Et du coup, ça, on n'aura que la réponse une fois qu'elle sera adoptée pleinement. Mais je continue à suivre. Et il y a plusieurs choses sur lesquelles on continue à travailler. Il y a un grand sujet qui est toujours en suspens et qui a beaucoup de presse en ce moment. C'est comment est-ce qu'on devrait changer les deux livrets les plus populaires en France, le livret A et le livret du développement solidaire, le LDDS, pour qu'ils financent de façon plus efficace l'économie verte. C'est une grande question, ça a beaucoup d'implications, donc ça requiert beaucoup de réflexion, mais c'est une grande question. Si je peux prendre 2 minutes, il y a une ou deux questions sur lesquelles, parce que j'ai découvert la fonction Q&A, parce que j'ai vu les questions, donc il y a une ou deux questions très, très précises sur lesquelles je peux donner des réponses très rapidement. Sur la TCFD, qui est une façon de faire du reporting de risques liés au climat, la France est déjà engagée en décembre 2020, Bruno Le Maire l'a fait en décembre 2020 à le mettre en œuvre. Selon la vision européenne de ce que devrait être la performance extra-financière est plus ambitieuse que celle de la TCFD, parce que la TCFD, et c'est une distinction un peu importante, elle s'intéresse surtout aux risques que le climat fait porter sur les investissements. Nous, en Europe, on s'intéresse à ce risque-là, mais on y ajoute le risque et les impacts que les investissements ont sur le climat. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Dans le premier sens, c'est j'ai un investissement, à cause du changement climatique, il va avoir un impact sur sa rentabilité. La deuxième, c'est de se poser la question, attention, si j'investis dans quelque chose, quel va être l'impact de mon investissement sur le changement climatique? En Europe, on aimerait standardiser et aller plus loin que la TCFD en ayant ce qu'on appelle la double matérialité, c'est-à-dire l'aller et le retour, plutôt que la TCFD. Donc, je pense qu'on soutient la TCFD pleinement, mais on veut aller plus loin. Il y a une question très intéressante sur les entreprises, les conglomérats, les grosses entreprises qui financent d'un côté
du pétrole et du gaz, de l'autre côté des renouvelables, et qui peuvent même financer du charbon en Afrique ou dans des pays émergents. Pour le coup, 7 pays européens ont lancé ont fait une annonce tout récemment, dont la France et le Royaume-Uni, pour arrêter les garanties export, c'est-à-dire arrêter de les aider à faire ça. Et ce que la finance verte prévoit, c'est des outils qui sont spécifiquement dédiés pour qu'une entreprise comme ça puisse trouver du financement, mais seulement pour financer l'activité qui améliore sa rentabilité. C'est notamment des produits d'endettement qui sont indexés à sa performance environnementale. Et ça, c'est une des recommandations du rapport où moi, je demande une normalisation internationale parce que c'est très important. Et il y avait plein d'autres questions qui étaient fascinantes, mais je vais m'arrêter là parce que je sens que sinon, je vais prendre trop de temps. Donc, je m'arrête là. Mais si jamais il y a des questions précises, surtout, n'hésitez pas à me les envoyer par écrit et je suis ravi d'y répondre. Merci énormément. Je crois qu'on aurait peut-être besoin d'un deuxième événement, Patricia. Mais je te passe la parole parce que je crois que c'est l'heure de conclure pour que tout le monde puisse aller dîner ou prendre son apéritif. En fait, moi, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Et d'ailleurs, j'ai reçu des tonnes de messages qui me disaient exactement ça. Ils étaient prêts à vous entendre encore beaucoup plus longtemps. Donc, je trouve dommage de ne pas continuer. Mais peut-être que tu as raison, Anne-France, nous devrions faire un autre événement, un autre moment. Et vous serez, Catherine et Alexandre, vous serez en tout cas les bienvenus pour nous rejoindre à ces événements. Et je tiens à vous remercier. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont participé d'une manière ou d'une autre, surtout en posant des questions, puisque nous avions reçu énormément de questions juste avant notre événement. Et je vous promets tous que nous allons y répondre. D'ailleurs, je les enverrai à Catherine et à Alexandre pour qu'ils puissent y répondre personnellement. Et nous vous en ferons part, bien sûr. En tout cas, je vous remercie. J'ai trouvé ça passionnant. J'ai énormément appris. Ce que j'en ai tiré, en tout cas, c'est que les choix que nous faisons sont déterminants dans le futur de notre planète. Et je vous dis bonsoir à tous. Et surtout, surtout, n'oubliez pas de voter le 21 et 26, entre le 21 et le 26 mai par Internet, si vous pouvez. Et sinon, le 30 mai aux urnes, si vous ne le pouvez pas. Et je vous dis bonsoir. Bonsoir et bon vent. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci.